prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui va se mettre de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jeu de fruits. Je suis ravi de vous retrouver pour le 41e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois d'octobre, deuxième partie d'octobre, novembre et décembre 2022. Oui, j'ai pris beaucoup de retard, et d'ailleurs, normalement si tout se passe bien, à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes déjà en 2023, donc je vous souhaite une excellente année 2023, la meilleure possible évidemment, remplie d'amour et de cinéma. Finalement, c'est à peu près tout ce que je peux vous souhaiter. La santé aussi, bien sûr. J'ai curieusement pas tant de films que ça à vous présenter, alors qu'on va couvrir quand même plus de 2 mois. Mais écoutez, j'ai vu un peu moins de films ces derniers temps. Ça arrive, on fait ce qu'on peut. On va quand même essayer de passer en revue tout ce que j'ai pu voir ces dernières semaines. Êtes-vous prêts? Je le suis. Go! E.O. de Jerzy Skolimowski, le genre d'expérience qu'on voudrait plus souvent en salle. E.O. est un film insaisissable et imparfait, mais surtout grisant et souvent à couper le souffle. La mise en scène est très réussie, la musique, parfois un peu envahissante, peut aussi permettre à certaines scènes de se rapprocher du sublime et c'est visuellement très impressionnant. C'est également un des films d'auteur les plus rythmés que j'ai pu voir, aussi je ne saurais que trop le recommander à absolument tout le monde, une bonne claque. 8. Spencer de Pablo Larraín, un biopic original qui arrive à flirter avec le genre horrifique pour un résultat intéressant avec quelques belles fulgurances. Le casting est bon, la photographie est très belle et la mise en scène est très bonne. Quelques longueurs et des scènes qui manquent un peu de subtilité sont quand même à relever, globalement un bon moment. 7. La relève de Clint Eastwood, un Eastwood mineur sauvé par sa bonne mise en scène et ses scènes d'action bien exécutées. Parce que malgré un bon démarrage, le scénario est particulièrement décevant et les personnages manquent cruellement de profondeur, sans parler d'une morale assez discutable, plutôt sympathique mais franchement pas essentiel. 6. L'innocent de Louis Garrel, une vraie bonne surprise avec un casting parfait et un mélange de genres savoureux. La mise en scène est en plus vraiment bonne et c'est techniquement très solide, certaines séquences sont impressionnantes de justesse, vraiment à voir. 8. L'inspecteur Harry de Don Siegel, un classique qui a indéniablement vieilli sur pas mal de points et qui pâtit d'un rythme assez inégal, mais qui parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu grâce à une solide mise en scène et une musique très originale qui arrive à capter une ambiance très onirique. Peut-être pas un essentiel, mais un thriller de bonne qualité tout de même. 7. RMN de Christian Mungiu, un film très intéressant avec quelques séquences impressionnantes de maîtrise. Quelques longueurs à noter, mais le casting et la mise en scène sont très solides et j'ai beaucoup aimé ce final énigmatique tout en tension. Je n'ai pas adoré, mais le long métrage est vraiment bon. 7. Père et fille de Michael Dudok de Witt, un beau court métrage à l'animation minimaliste mais séduisante. La musique est très belle et l'ensemble est très poétique. Ça aurait pu être encore plus touchant avec un peu plus de profondeur, mais c'est globalement un bon moment. 7. Nightmare Alley de Guillermo del Toro, un film très abouti techniquement porté par un bon casting. Le scénario n'est pas particulièrement impressionnant, mais la mise en scène est suffisamment inventive pour nous tenir en haleine. Un bon moment. 7. Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, peut-être que j'en attendais trop, peut-être que je n'étais pas dans la meilleure disposition. Toujours été que j'ai trouvé le film juste bon. C'est toujours techniquement irréprochable et la musique est magnifique, mais je trouve le scénario beaucoup trop fourni et la poésie du film ne m'a pas touché plus que ça. De plus, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage à la fois trop complexe et trop peu développé. Un revisionnage s'imposera certainement, mais à l'heure actuelle, il fait partie des films que j'apprécie le moins dans sa filmographie. 7. Armageddon Time de James Gray, un film introspectif pour le réalisateur, porté par un excellent casting et une mise en scène assez classieuse. Il m'a manqué un petit quelque chose pour être complètement embarqué, parce que je trouve que James Gray a voulu raconter un peu trop de choses à la fois. C'est malgré tout un long métrage assez touchant et sensible que je vous recommande. 7. Bowling Saturn de Patricia Mazui, fasciné par la première demi-heure à la fois ambiguë et fascinante, mais moins convaincu par la suite, plus classique et moins trouble. Le film est esthétiquement abouti et propose quelques scènes réussies, mais son casting inégal et sa mise en scène en dents de scie empêchent le long métrage d'être vraiment passionnant. Un peu déçu de la proposition, mais pas inintéressant pour autant. 6. Le Grand Chemin de Jean-Loup Hubert, un film assez touchant mais souvent maladroit et cinématographiquement relativement faible. La musique arrive à rendre certaines scènes attachantes, mais le casting a du mal à être vraiment convaincant. Je suis donc un peu mitigé, mais le long métrage se révèle pas inintéressant. 6. Black Panther Wakanda Forever de Ryan Coogler, long, techniquement très inégal et assez peu intéressant dans son déroulé, cette suite se révèle très moyenne. L'hommage à Chadwick Boseman est assez réussi et donne quelques scènes vraiment émouvantes, mais elles sont noyées dans un humour Marvel toujours aussi lourd. De plus, les personnages manquent de développement et la mise en scène n'a aucune personnalité, malgré Ryan Coogler derrière la caméra. J'avais vraiment bien aimé le premier volet, mais je trouve que ce film n'arrive pas à justifier son existence, très dispensable donc. 5. Novembre de Cédric Jimenez, on se laisse embarquer sans peine dans cette enquête, sans réel temps mort. La mise en scène est efficace, les acteurs font le job et la sauce finale est assez réussie. On ne s'ennuie pas, mais le film ne marque pas pour autant la faute à des personnages bien trop peu développés et donc une absence d'émotion et de réelle implication.
un moment sympathique donc, mais trop oubliable. 6. Falcon Lake de Charlotte Lebon, un premier film impressionnant de justesse, particulièrement touchant. Les acteurs sont formidables, la photographie est sublime et la mise en scène, en apparence simple, se révèle percutante. Le mélange des genres fonctionne parfaitement et la narration est d'une fluidité rare, un essentiel de l'année. 8. Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, qui nous offre son meilleur film depuis Réalité, avec un délire régressif complètement jouissif. Le casting est impeccable, la mise en scène est efficace et c'est écrit avec beaucoup d'intelligence. C'est très drôle et loin d'être bête dans son propos. Un parfait mélange d'humour absurde et de réflexion sur notre époque. Le final est frustrant mais c'est un pur régal. 8. Et enfin, Zai 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 de François Dezania, une comédie au ton singulier dont l'absurde arrive à parfois faire mouche. Les acteurs sont convaincants et certaines scènes sont vraiment réussies. Le film a quand même du mal à tenir sur la durée, mais c'est globalement sympathique à regarder. 6. Voilà donc pour ce jeu de ciné, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. On se retrouve donc très bientôt pour le bilan cinéma et pour de nouveaux jeux de ciné en 2023, bien évidemment. Encore une merveilleuse année 2023 à vous. Et surtout, n'oubliez pas, voir des films c'est bien, trouver l'amour c'est mieux. À la prochaine, salut!